Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble le bilan de Wimbledon 2024. Après le départ de Federer, Murray et l'affaiblissement de Djokovic, le gazon c'est une surface sur laquelle assez peu de joueurs brillent vraiment fondamentalement et font figure de favoris indiscutables. Donc, sur terre battue, même sans Rafa ni Djoko, on a Alcaraz en premier favori, ensuite de quoi on a Zverev, on a Tsitsipas, on a Sinner, on a Rude. Beaucoup de noms peuvent être cités. Sur dur, la liste des prétendants est encore plus longue puisqu'on peut y inscrire aussi Sinner avec beaucoup plus d'assurance, ainsi que Medvedev. Et sur gazon, on n'a plus de très gros serveurs en ce moment, donc quand le Big Four aura définitivement plié bagage, Wimbledon restera probablement le majeur sur lequel on aura le plus de mal à définir des favoris clairs pour la victoire finale. Donc beaucoup de top joueurs se trouvent en indélicatesse sur gazon. Donc j'ai parlé de Tsitsipas et Zverev dans la précédente vidéo, mais à cette liste on peut ajouter Rublev, et dans une moindre mesure Medvedev. Donc ceci dit, même sans viser le titre, certains joueurs pourraient profiter de l'ouverture qui est laissée pour se hisser le plus haut possible. Bon, moi j'en ai deux. Hubert Hurkacz, donc seul représentant en forme et bien classé de la caste des gros serveurs, même s'il n'est pas aussi efficace qu'Isner ou Opelka. Son service est le plus dévastateur actuellement, surtout sur une surface qui le favorise. Il est en revanche souvent limité au plus haut niveau par son jeu de fond de court un peu trop irrégulier. Donc le Polonais devrait suivre un parcours tranquille avant d'affronter Djokovic en quart de finale, puis Zverev ou Tsitsipas en demi. Donc un tableau somme toute moins compliqué à jouer ici qu'à l'US Open, puisque Djoko n'était a priori pas en forme, et on a déjà traité les cas de Zverev et Tsitsipas, donc Hubert Hurkacz avait une carte à jouer. Tommy Paul, tête de série numéro 12, donc normalement promis au huitième de finale, mais supposé affronter Casper Ruud, inexpérimenté sur gazon, alors que lui-même venait de remporter le Queens. Et une petite difficulté du nom d'Alexander Bublik, qui se dresserait sur sa route potentiellement au troisième tour, et sur une surface comme celle-là, c'est rarement une bonne nouvelle, mais rien d'impossible pour Tommy Paul. Donc on a deux joueurs qui potentiellement peuvent aller plus loin que leur statut le laisserait penser. Il y avait également quelque chose à jouer dans le petit quartier commun à Rublev et Tsitsipas, pour se retrouver à combattre pour les quarts de finale contre Zverev ou Fritz. Donc encore une fois, il n'y a qu'à Wimbledon qu'on dira ça, mais là on avait un petit creux dans le tableau aussi. Donc une petite brèche qui menait en quart de finale et dans laquelle un joueur a justement réussi à s'engouffrer, et on le verra plus tard. Donc comme d'habitude sur cette bilan de Grand Chelem, je vais parler des déceptions et des bonnes surprises, et cette fois-ci j'ai décidé de les traiter ensemble, puisqu'une déception a aussitôt conduit à une bonne surprise qui s'est concrétisée. Donc on va quand même prendre quelques secondes pour définir ce que j'appelle une bonne surprise. Donc pour moi, une bonne surprise, c'est une victoire référence, donc contre un joueur bien classé et à l'aise sur la surface en question, ou un bon parcours sur une surface qui était a priori défavorable. Bon, en fait, il faut avoir traversé une épreuve difficile et en être sorti. C'est une notion qui est très dépendante du joueur dont on parle, de sa forme aussi. Une victoire référence pour Nadal, c'est pas pareil qu'une victoire référence pour Carvalhes Baena. Non. Une déception sera donc à l'inverse une défaite contre un adversaire facile, ou un mauvais parcours sur une surface qui nous était pourtant a priori favorable. Je l'ai dit, mais battre Ruud à Roland-Garros, c'est une victoire référence pour la majorité du circuit. Le battre à Wimbledon, c'est tout de suite moins impressionnant, puisque, à mon avis, Ruud n'est même pas top 10 ni top 30 sur gazon. Pour moi, ça ne me suffira pas pour considérer la victoire comme une référence. Donc je prends le temps de définir ces notions parce qu'en parlant de bonnes surprises, je suis sûr que vous avez tout de suite des noms en tête, et que je risque d'être un petit peu plus nuancé. Donc pour moi, de vraies bonnes surprises au sens de ma définition, il y en a deux et demi. Donc la première, c'est Lorenzo Musetti. Donc j'avais dit que la parcelle de tableau avec Rublev et Tsitsipas était fragile, et effectivement, plus aucun des deux n'était présent dès le second tour. Premier tour même pour Rublev, c'est assez impressionnant. Pour plus de détails, vous avez ma dernière vidéo où j'ai traité de la difficulté de Tsitsipas sur gazon, et on peut étendre à Rublev également. Donc Musetti, lui, il est assez peu à l'aise sur cette surface, malgré une finale au Queens. Donc il est arrivé difficilement en deuxième semaine contre des adversaires pourtant encore moins à l'aise que lui sur gazon. Donc sa victoire contre Péricard était probablement sa plus aboutie jusque-là, en dehors du premier set où le break encaissé sur un mauvais jeu de service n'a pas pardonné. Par la suite, il a réussi à rester régulier mais agressif, et a complètement étouffé le jeu du jeune français dont on parlera un petit peu après. Je sais que vous l'attendez. Il affronte ensuite Taylor Fritz, qui est sa véritable victoire référence, en plus du désavantage apporté par le gazon. Et Fritz, même s'il manque d'armes efficaces du fond, c'est un vrai client sur gazon, notamment grâce à son service, et à son jeu qui est certes sans grande force, mais surtout sans grande faiblesse. Donc il a gagné de nombreux titres sur cette surface, il venait de renverser Zverev, il venait également de gagner à Eastbourne,
Donc, je ne pense pas que le physique ait joué un si grand rôle que ça, parce que certes, Fritz venait de sortir Zverev en 5-7, mais Musetti avait aussi rencontré de grandes difficultés pour parvenir jusque-là. En revanche, un joueur comme Taylor Fritz, qui a assez peu de grosses armes du fond du court et qui compte principalement sur son service pour faire le jeu, n'a pas le droit à l'erreur justement sur ce secteur du jeu, parce que contre un bon relanceur comme Musetti, ça pardonne pas, et c'était le cas. 10 aces en 5-7, assez peu de services gagnants au final, c'est trop peu, et Musetti a dominé le fond, notamment en revers. Donc bonne surprise, Lorenzo Musetti qui fait une demi-finale, en battant Taylor Fritz sur gazon. La deuxième bonne surprise, c'est Novak Djokovic. Donc, sans avoir joué de tournoi officiel depuis son retrait de Roland Garros avant son quart de finale, Djokovic arrivait surtout sans préparation efficace sur gazon. Donc, comme tous les ans, me direz-vous, mais cette année, il est arrivé sans qu'on ait aucun indice probant ni rassurant sur sa forme physique, ni sa capacité d'aller loin cette fois-ci, parce qu'à Roland Garros, ça a fini par lui porter préjudice. Sur un format en 5-7, sur 2 semaines, on n'était vraiment pas sûr de la performance qu'il allait être capable de livrer. Donc, la bonne surprise, c'est qu'il ait réussi à défendre ses points, restant par conséquent numéro 2 mondial pour le moment. Je pense que peu d'observateurs le voyaient y parvenir, et même s'il n'a pas rencontré d'obstacles majeurs sur sa route avec l'abandon d'Alex Desmineurs dont on parlera prochainement, la relative faiblesse de Musetti sur gazon, c'est vrai qu'il n'a pas non plus la demi-finale la plus difficile à jouer, moi j'ai été quand même relativement surpris de le voir arriver jusqu'au bout, moi j'y croyais pas. Donc au niveau de son jeu, je l'ai trouvé très agressif, en coup droit, mais aussi et surtout dans la diagonale revers. Il a souvent pris la balle très tôt, la plupart du temps à l'intérieur du terrain, ce qui lui a permis de prendre souvent et avec efficacité le filet, d'étouffer ses adversaires. Bon, une telle position lui a forcément rendu la tâche défensive beaucoup plus difficile, surtout sur cette surface, et surtout en étant moins présent physiquement. Il a également servi un petit peu différemment, plus fort en deuxième balle que d'habitude. Donc un style de jeu globalement résolument tourné vers l'attaque, ce qui est une tactique qui est beaucoup plus adaptée à son physique actuel. On voit beaucoup d'anciens joueurs agressifs devenir passifs sur la fin de leur carrière, et ça marche assez peu, puisque par définition ils sont moins en forme physiquement, donc moins à même de tenir vraiment des échanges de fond, surtout sur un circuit actuel qui est très régulier. Lui, Djokovic, a souvent opté pour l'offensive, surtout quand il revient de blessure. Donc on l'a vu depuis son retour en 2017 avec la réussite qu'on lui a connue. Donc, deuxième bonne surprise. Et la demi-surprise, c'est Daniil Medvedev. Daniil Medvedev, c'est un joueur qui est régulier dans le top 5. Donc, le voir parvenir en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem, c'est pas supposé nous surprendre tant que ça. Surtout qu'il a bénéficié sur sa route du forfait, lui aussi, de Grigor Dimitrov, qui lui pose régulièrement de gros problèmes par sa capacité à varier et à ne jamais permettre à son adversaire de se régler. En revanche, il arrivait avec une demi-finale à défendre, déjà acquise grâce à un tableau facile l'an dernier. On se souvient de son quart de finale face à Christopher Eubanks. Et assez peu de certitude, assez peu de victoires sur gazon. Donc il affrontait en quart de finale un Yannick Sinner qui l'a battu les 5 dernières fois, et avec la manière, et qui en plus, lui, venait de remporter le titre à Halle. Donc moi, je ne voyais pas du tout Medvedev gagner ce quart de finale contre un joueur qui détenait en plus l'ascendant psychologique, et un niveau de confiance, un niveau tennistique nettement plus démontré de façon générale, et encore plus sur gazon ces derniers temps. Ce match, Medvedev l'a gagné au physique sur la fin, peut-être le seul aspect du jeu que Sinner doit encore véritablement améliorer, parce que si on regarde les statistiques, on se rend compte qu'il a tendance à perdre beaucoup de matchs quand il se prolonge. Et dans le jeu, chacun des deux a connu des hauts et des bas qui se sont soldés par 5-7, et par la victoire finale de Medvedev, qui est plus solide mentalement, un peu plus solide, je l'ai trouvé en revers aussi. Donc bon, cette victoire semi-référence lui confère donc le semi-titre de bonne surprise, parce que quand même, Daniil Medvedev pourrait être beaucoup plus serein qu'il ne l'est sur le circuit, et pourrait avoir une place, on va dire, un petit peu plus tranquille dans le top 3. Donc à suivre pour Daniil Medvedev. Vous l'aurez noté, mais je n'ai pas parlé d'Arthur Fils, et je n'ai pas parlé de Péricard non plus, et je sais que c'est à eux que vous pensiez à la base quand je parlais de bonne surprise. Et c'est pour eux que j'ai défini ce que personnellement j'entendais par bonne surprise. Donc je vais prendre un peu de temps pour développer ma pensée. Donc, quand on regarde froidement, Arthur Fils, même s'il était bien embarqué, il n'a pas complètement gagné son match contre Hurkacz. Et Hurkacz, il a l'habitude de jouer des matchs longs, donc il aurait très bien pu le gagner ce match sur 5-7. La victoire d'après contre Safiuline sur 2 jours en étant mené 2-7-1,
C'est une victoire qui est encourageante sur le plan du mental, mais moi ça me suffit pas pour parler de victoire référence. De bonne surprise. Puis Ricard, de son côté, lui, il a gagné aucun match référence. Donc il accède à la deuxième semaine de Grand Chelem assez tôt dans sa carrière, et c'est une bonne nouvelle. Ça lui fait une expérience, et pour ça c'est vraiment très positif. Mais en affrontant que des joueurs qui sont largement à sa portée sur cette surface. Ce n'est finalement pas lui qui élimine ni Roublev ni Tsitsipas. Donc, il remporte un beau match au premier tour contre Korda, tête de série numéro 20, mais c'est un match avec 4 tie-breaks, en commettant énormément de fautes. C'est un match qui est pas tellement maîtrisé en vérité, et qui aurait, faut le reconnaître, tout aussi bien basculé dans l'autre sens. Et là, on n'aurait pas cette discussion aujourd'hui. Il fait un beau parcours, moi je vais rester réservé. Parce que s'il doit représenter une partie du futur du tennis français, moi j'attends quand même qu'il élève son niveau de jeu, qu'il prouve sur le plus long terme, par de la régularité. Et si je dis ça aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont tous deux finalement perdu assez nettement dans le jeu, sur tous les secteurs du jeu, leur huitième de finale, dès lors qu'ils ont rencontré des joueurs beaucoup plus réguliers, beaucoup plus en place, et qui leur ont montré finalement l'étendue de la route qu'il leur reste encore à parcourir, pour faire partie des favoris. Donc, moi j'ai conscience d'être perçu comme sévère, mais j'essaie d'être objectif, j'essaie de rester froid, et j'essaie d'analyser la situation. Donc, moi, ce que je remarque, c'est que notre niveau d'engouement, et donc il faut bien l'avouer plus tard, d'attente aussi, a tendance à exploser assez rapidement quand un joueur français fait quelques bons tournois consécutifs ou traverse une bonne passe. Et le schéma de Péricard aujourd'hui, il ressemble à s'y méprendre à celui de Fils en 2023. Je préfère rester prudent. Bon, Péricard démontre quand même de grosses limites pour briller régulièrement au plus haut niveau. Moi, son jeu me rappelle celui de Christopher Eubanks, avec un meilleur service quand même. Il a énormément de mal à se déplacer à cause de sa grande taille, il fait beaucoup de fautes, pas toujours compensées par des coups gagnants. Et dans un circuit dominé par des joueurs quasiment tous très réguliers et très bons relanceurs dans le top 15-20, on va en parler, tous les Fritz, des Deminor, tout le top 10, Holger Rune, etc. C'est des joueurs qui sont extrêmement bons du fond du cours. Et pour l'instant, je trouve nos deux Français trop tendres pour être réguliers dans le top 20. Je préfère les laisser grandir à l'abri des regards et observer leur évolution de loin. Donc nous, on va passer maintenant à la finale, et ça va être assez rapide parce que cette affiche elle est bien connue aujourd'hui, il n'y a pas vraiment eu match, faut l'avouer. Des affrontements entre Alcaraz et Djokovic, il y en a eu 5 sur 2022-2023, Djokovic en remportant 3 sur 5, dont les 2 derniers, à Cincinnati et au Masters 2023, mais Alcaraz ayant remporté Wimbledon dans ces conditions-là l'an passé, avec un Djokovic qui était meilleur que cette année. Donc en soi, leurs affrontements sont assez simples à comprendre. Celui qui gagnera sera celui qui servira le mieux, et, d'ailleurs c'est lié, celui qui parviendra à prendre le contrôle de l'agressivité dans les échanges, et qui saura se montrer réaliste surtout, et conclure. Leurs matchs sont souvent extrêmement rythmés, extrêmement longs, très physiques, et le défi pour Djokovic sera de contrôler l'agressivité d'Alcaraz. Le danger pouvant venir de tous les côtés en coup droit, et notamment le long de ligne. Le long de ligne lui a fait beaucoup de mal sur leurs affrontements passés. Le défi, lui, pour Alcaraz sera de s'en sortir du mieux possible dans la diagonale revers. Alcaraz joue beaucoup dans la diagonale en revers. Djokovic n'est pas forcément le joueur le plus facile à jouer sur cette filière-là. Après, Alcaraz a énormément de coups à jouer et une panoplie qui est extrêmement variée, donc je ne doute pas qu'il saura prendre la mesure de cette rencontre. Et pour cela, il pourra notamment compter sur son revers long de ligne, pour surprendre Djokovic et changer de filière, repasser sur plutôt des échanges de coups droits. Alcaraz partira de toute façon avec la casquette de favori, du fait de la différence énorme de forme entre les deux. Et donc la finale, finalement, que s'est-il passé? En dehors d'un sursaut d'un quart d'heure en fin de match, où il revient en étant mené 5-4, 40-0, moi j'ai vraiment cru à une possible remontée de Djokovic, le connaissant, ça serait pas la première fois que ça arriverait, un petit peu comme on a eu la remontée de Nadal contre Medvedev à l'Open d'Australie. Bon, Medvedev était pas si près de la victoire, mais ça m'aurait pas étonné de Novak Djokovic qui le remonte. En dehors de ce petit sursaut d'orgueil, cette finale était un affrontement à sens unique. J'ai eu l'impression de voir, vous savez, ces duels entre l'un des prétendants au titre de mâle dominant et l'ancien mâle dominant un peu trop vieux qui a fait son temps. Donc Alcaraz a tout simplement tout fait mieux, je vais pas m'étendre pendant des heures, il a dominé toutes les filières, il a mieux servi, mieux retourné,
mieux défendu. Alcaraz défend extrêmement bien de toute façon. Alcaraz attaque très bien, défend très bien, est très réaliste, très présent physiquement. Donc Djokovic a bien tenté d'être agressif comme il l'avait fait toute la quinzaine, tant du fond du court qu'au filet, mais ça n'a pas suffi vraiment. Carlos Alcaraz trop présent physiquement, trop puissant, trop rapide, qui a parfaitement démantelé toutes les tentatives du serve, et a été lui de son côté dévastateur, notamment en coup droit avec plus d'une dizaine de coups gagnants en coup droit. Alcaraz a vraiment été 3 crans au-dessus et il remporte avec caractère cette finale, pas la plus difficile qu'il ait eu à jouer d'ailleurs. Je trouvais par exemple sa finale là à Roland Garros beaucoup plus difficile, qui aurait pu potentiellement tourner du côté de Zverev s'il avait mieux joué à certains moments. Là, Djokovic n'avait tout simplement pas sa chance, c'est une réalité. Donc pour conclure simplement, je dirais, et de 4. Et de 4 pour Alcaraz, donc la belle histoire se poursuit. Et il n'a que 21 ans. Donc à cet âge-là, petit point d'histoire, Djokovic venait tout juste de remporter son premier grand chelem, donc c'était en 2008, quelques mois auparavant. Federer à 21 ans n'en avait pas encore remporté, et Nadal, lui, il avait commencé son périple à Roland-Garros, avait déjà 3 victoires consécutives, mais n'avait pas encore gagné ailleurs. Donc Alcaraz, lui, continue d'étouffer un palmarès qui est déjà extrêmement impressionnant, et sur quasiment toutes les surfaces. Finalement, il ne lui reste qu'un gros titre à aller chercher en indoor, surface sur laquelle il a un peu plus de mal pour le moment à cause de son service, mais qu'il apprendra très probablement à domestiquer. Et pour Djokovic, le constat est frappant mais pas catastrophique. Il n'a plus les armes de l'année dernière, et en jouant comme il l'a fait sur ce tournoi, il peut encore aller chercher de nombreuses occasions. Il n'est plus aussi frais, et surtout, je pense, plus aussi motivé qu'avant, mais il n'est pas à sous-estimer. Pour résumer sur le tournoi dans sa globalité, Wimbledon, on le sait, en l'absence de grosses têtes dominantes, donc au pluriel, un tournoi du Grand Chelem sur lequel beaucoup de styles de jeu différents ont pu s'exprimer ces dernières années. Donc en demi-finale, sur les dernières éditions, on a pu trouver Bautista Agut en 2019, Cameron Norrie en 2022, Musetti cette année. La liste pour les quarts de finale est encore plus fournie. En 2023, on avait eu quelques joueurs également qui n'étaient pas forcément de gros adeptes du gazon. En 2022 aussi. C'est habituel. Cette saison se résume pour le moment à 2 grandes phases, donc la domination de Sinner cet hiver et en début de printemps, puis la domination d'Alcaraz depuis Roland-Garros. Donc on attaque la tournée américaine sur dur, qui sera suivie, vous le savez, de la tournée asiatique et de la tournée indoor. Et beaucoup de joueurs peuvent encore tirer leur épingle du jeu. Beaucoup de joueurs sont relativement à l'aise sur ces surfaces dans le top niveau. Et moi, je parierais bien sur un retour de Daniil Medvedev. C'est souvent une partie de la saison qu'il affectionne particulièrement, notamment toute la partie américaine. Et moi, j'apprécierais un 3e homme pour relever un petit peu le challenge. Donc, affaire à suivre. C'est tout pour cette petite vidéo de bilan de Wimbledon 2024. Merci de l'avoir regardé et je vous souhaite une bonne journée. Salut!